est très dangereux de faire croire ou alors de faire comprendre aux Camerounais qu'une dictature peut écouter une voix. Vous avez parlé des intellectuels tout à l'heure. Mais excusez-moi, mais j'ai ma définition, qui est également une définition aussi simpliste que tout le monde peut appliquer. Il faut faire la différence, Juliana, entre un intellectuel et un clerc. Celui qui appartient à un clergé, qui a été ordonné pour rendre ce qui est inacceptable acceptable, et qui est diplômé, n'est pas un intellectuel. L'intellectuel est celui-là qui prend la parole publiquement et s'engage pour des causes nobles, pour des causes salutaires. Celui qui fait des analyses pour objectives. Celui que vous traitez de clerc estime que la cause qu'il défend également est noble. Oui, c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que c'est un clerc. Il appartient à un clergé. Donc son rôle, c'est de rendre l'inacceptable acceptable. C'est de tout faire pour que vous voyez ce qui est blanc, ce qui est noir en couleur blanche. C'est ça. Et toutes les dictatures du monde ont toujours eu des clercs. Ils ont ordonné les diplômés pour aller jouer leur jeu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque certains font des analyses, je me dis que mais ceux qui prennent même du temps pour les regarder, pour les écouter, n'ont absolument rien à faire. Il y a des documents et bien d'autres qu'on peut consulter, au lieu d'écouter ou de regarder certaines personnes qui, en réalité, ont été ordonnées par le régime central de Yaoundé pour dire certaines choses. Donc je voudrais à tout prix que ce soir, que les Camerounais qui nous regardent sachent désormais faire la différence entre un intellectuel et un diplômé ordonné dans un clergé. Donc ça, c'était encore une phase. Maintenant, pour avancer, vous allez vous rendre compte. S'il vous plaît. Pour chuter, mon frère Kédia a dit tantôt, a parlé tantôt de la loi, c'est de la volonté. Non, monsieur Kédia, il ne s'agit pas ici de la loi. Parce que je voudrais encore vous rappeler que l'apartheid était une loi. La peine de mort, c'est une loi. Mais sur le plan moral, c'est insoutenable. C'est ce que nous devons savoir. Donc pour revenir à ce que vous disiez, en 2008 et bien d'autres, on a levé le verrou sur la limitation du mandat. C'est mon cher René qui disait ça. C'était devenu une loi. Mais malheureusement, toute loi n'est pas l'aspiration de la population. Il y a des lois injustes. Des lois où la morale ne peut accepter. Et on ne peut dire qu'il s'agit là d'une loi. Vous avez parlé tantôt de l'opinion. Non, l'opinion, c'est vrai, c'est l'opinion président de la République de dire s'il peut être candidat ou pas, c'est de son droit. Les intellectuels également ont donné leur opinion, ce qui est également leur droit. Mais il faut aussi savoir, il y a une différence entre l'opinion et le bon sens. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais néanmoins, ça peut ne pas être du bon sens. Et si ce n'est pas du bon sens, ce n'est pas parce que vous avez la toge de docteur, de professeur, que vous allez manipuler la population sur cet angle et que les uns parviennent à comprendre que ce que vous dites est vrai. Non. Merci. Donc, en un mot comme Amine, pour terminer, j'invite les Camerounais désormais à faire la différence entre un intellectuel et un clerc qui a été ordonné dans un clergé pour prêcher une parole bien précise. Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, le gros problème qu'il y a dans notre pays en ce moment, de préparation des élections, de l'élection présidentielle, autant pour moi, c'est le problème de la candidature naturelle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ils sont coincés, quand je dis ils sont, je parle du dernier siècle du CPDM, ils sont extrêmement coincés. Parce que vous avez des personnes qui ont attendu, des aînés, on peut citer René Sadi si vous voulez, on peut citer le ministre des marchés publics, ils ont attendu quoi? Ils ont attendu leur moment. Vous savez, l'ambition, tout le monde en a, leur tour. Pourquoi et faire? c'est des personnes qui Pour sont, c'est des personnes qui sont des légalistes comme le chef de l'État. Donc, ils ont attendu, ils ont travaillé. Il y a le ministre Famé Dongo, il y a aussi le ministre du Travail. C'est des personnes qui sont bien calées à l'intérieur du parti. Donc, ils attendent depuis qu'on fait ce fameux congrès qui n'arrive pas. Maintenant, vous avez des jeunes qui sont aussi là, les noms bien cités. Il y a le SGPR, il y a le ministre des Finances, il y a Osbaba Bouquet, il y en a plein de jeunes comme ça aussi qui ont commencé à avoir de l'appétit et qui veulent prendre aussi la place du chef de l'État. Ça, il faut le dire, sans embâche. Mais maintenant, c'est un conflit de générationnel. Je pense que c'est le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, qui avait dit que cet ANA ne sera pas comme les autres. La première chose, avec Stabolibo, c'est cela. La deuxième chose,
il avait dit que la transition générationnelle va se faire. Et aujourd'hui, vous voyez que ça soit du côté de l'opposition ou que ça soit du côté du CPDM, c'est la transition générationnelle qui est en train de se faire. Sur quelle base le dites-vous? Au point où, dans les médias à l'international, il y a un ministre qui sort le matin, on le demande simplement à ce ministre, est-ce que le chef de l'État va être candidat? Il dit c'est du 50-50. Mais si c'est, permettez-moi de vous relancer. Permettez-moi de vous lancer. Vous parlez de transition générationnelle, mais au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce sont les mêmes qui ont rempilé. À quel niveau appréciez-vous cette transition générationnelle? Je suis en train d'arriver. Je voudrais démontrer que le matin, le ministre, un peu calme, sage, dit que c'est du 50-50. Et le soir, le ministre, bien zélé, qu'on connaît, vous dit il te dit que c'est du 100%. Le président va être là et ça va dans tous les sens. Jusqu'aujourd'hui, on est à quelques jours où on va appeler le corps électoral, on ne sait même pas qui va être le candidat du PDM parce que c'est grippé, c'est bloqué. Voilà des personnes qui ont travaillé pour notre pays sans penser à l'alternance, sans penser à un fiole, sans penser à la reconstruction du Cameroun, c'est-à-dire des jeunes qui peuvent faire des choses. Maintenant, rappelez-vous, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est extrêmement malin et très sage. Le monsieur que vous voyez derrière vous, derrière nous, derrière votre consultant, c'est un vieux singe très malin. Aujourd'hui, en Afrique, dans le monde, il est cité comme exemple parce que, vous savez, chaque homme politique, nous aussi nous sommes des hommes politiques, chaque homme politique a deux rôles. Il veut prendre le pouvoir, conserver le pouvoir et garder le pouvoir. Et c'est ce que le chef de l'État, son excellence, peut bien faire aujourd'hui. Donc moi, je pense que ceux qui sont sortis aujourd'hui, il faut voir leur tête. Ce sont des aînés, qui sont des intellectuels, qui comprennent et qui disent ce que nous on a toujours dit. C'est sur son plateau que moi je vous ai dit que je pense que le chef de l'État, je suis en disant ça, le chef de l'État doit laisser la place, lui, ses acolytes, ses affidés et toutes ces personnes. Mais maintenant, la bataille, elle est là parce qu'il n'a pas préparé cette réunion malheureusement. En attendant, on prend la direction du téléphone où on va retrouver Maître Michel Ndoki qui fait partie des signataires, le collectif d'intellectuels patriotes pour le Cameroun, CIPACAM, qui a signé une correspondance il y a quelques jours pour demander à Paul Biya de ne pas se représenter. Maître Michel Ndoki, bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé... Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cette correspondance et comment vous êtes-vous organisé pour en arriver là? Écoutez, personnellement, j'ai été contactée, on m'a proposé le texte et j'ai trouvé le texte très... je me suis reconnue dedans et donc j'ai décidé de signer. Je me suis reconnue dedans parce que je crois que aujourd'hui nous avons besoin d'un discours positif. Nous avons besoin de sortir de cette ambiance où on est en train de pointer des gens du doigt, où on est en train de lancer des invectives, des insultes, des récriminations, et de se demander et de proposer une voie de sortie. Nous avons passé les dernières décennies à faire le bilan de tout ce qui ne va pas. Nous voulons aujourd'hui dire voici ce qui pourrait marcher. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, c'était que c'était ça la proposition, c'est ça le message essentiel. Nous voulons utiliser toutes les ressources qui sont disponibles et explorer toutes les idées envisageables pour sortir de manière la moins douloureuse possible de la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation d'impasse. Voilà ce qui a guidé, je crois, cet élan. Alors, Maître Michel Ndoki, quelle voie avez-vous employée pour faire parvenir cette correspondance directement dans les mains du président de la République? Écoutez, on n'a pas utilisé de canal particulier à ma connaissance. Il y a deux façons de faire. Vous avez un courrier à déposer, vous allez le déposer chez le destinataire. Et puis, vous voulez être sûr qu'il va le recevoir, que ça va pas se perdre dans les couloirs. Et vous faites une lettre ouverte. Donc, nous avons fait les deux. Et nous savons que le courrier est arrivé à destination. Mais vous avez vu dans le contenu de cette correspondance, c'est à la fois une demande au président de la République
et une interpellation à l'ensemble de la communauté camerounaise, de la communauté citoyenne camerounaise, pour dire qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs, une pétition a été lancée à laquelle nous invitons les uns et les autres à participer pour relayer cette demande. Qu'est-ce que vous en pensez si nous demandons, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas rassurés par rapport à la façon dont les choses vont se dérouler. Qu'est-ce que vous en pensez si nous augmentons nos chances on saisisse enfin l'opportunité de 2025 pour entrer tous dans le 21e siècle et le Cameroun avait? Qu'est-ce que vous en pensez si nous faisons ça tous ensemble en demandant? Parce que nous savons que ce geste-là, oui, ça va réouvrir des perspectives, ça va insuffler un message d'espoir, ça va libérer des énergies, ça va certainement ramener de l'harmonie là où on ne voit que de la méfiance, de la négativité, du sectarisme, du repli identitaire, etc. Le chef de l'État aujourd'hui dirait pour la nation camerounaise, je fais ce geste, je veux accompagner la prochaine génération des leaders de cette nation vers un mieux par rapport à là où nous sommes. Je crois que dans quelques mois, on ne parlerait plus de tout ce que on croit être la définition du Cameroun aujourd'hui. On ne serait plus en train de se demander si on est tribaliste ou pas, si on se déteste entre anglophones, francophones, nordistes, sudistes, etc. On serait occupé à reconstruire cette nation parce que c'est ce que nous demandons. Justement, Maître Ndoki, êtes-vous certaine que Paul Biya soit celui qui doit répondre favorablement à vos doléances? N'avez-vous pas eu l'impression que cette lettre devrait être adressée à quelqu'un d'autre? Que cette lettre devrait être adressée à quelqu'un d'autre? Je crois qu'elle devrait être adressée à celui qui, depuis 43 ans, a gelé comment dirais-je, le paysage, a figé, pas gelé, figé le paysage politique camerounais. Je crois que s'il se déplace par rapport à ce paysage, il est évident que l'ensemble du tableau qu'est le paysage politique camerounais va se modifier très profondément. Donc, pourquoi aller demander à quelqu'un d'autre? Il est à la tête d'un gouvernement, certes, mais de toute évidence, ce gouvernement ne tient sa légitimité que de sa présence à lui. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que au moment où les électeurs vont se retrouver pour choisir leur prochain leader, que la carte qu'on va leur présenter soit différente, ça va ouvrir de grandes perspectives par rapport au jeu. Nous étions en train de discuter entre co-signataires tout à l'heure et quelqu'un a utilisé l'image du football en parlant d'un match il y a quelques années où Foué, de regretter mémoire, était en train il était le capitaine, il était sur le terrain, il était en train de faire un mauvais match. À un moment, il s'est arrêté, il s'est tourné vers le banc de touche et il a fait signe à son coach, il faut que je sorte. Et il a enlevé son brassard, il est sorti. Ça, c'est un joueur, un capitaine qui prend ses responsabilités en disant, en ce moment, je fais du mal à l'équipe. Donc, il faut que je me pousse pour que l'équipe puisse recréer une dynamique nouvelle. Vous avez une façon de voir ça, c'est celle-là. L'autre façon de voir, c'est de dire, le coach, ce que Foué a fait à ce moment-là, c'était prendre la place du coach, parce que c'est le coach qui aurait dû constater qu'il jouait, il ne remplissait pas son rôle, il n'était pas au maximum de ses capacités, et lui dire fort. Eh bien, le coach dans les élections qui arrivent, c'est nous. Ouais. Donc, il nous appartient aussi de dire aux joueurs, tu vois bien que tu as donné tout ce que tu pouvais en tant que capitaine, donne encore en organisant ton équipe pour qu'elle te déploie pendant que toi, tu te retires
Parce que là où tu es, tu gênes. Tu n'es plus une aide, tu gênes. Maître Michel Ndoki, on va sortir avec cette question. Pouvez-vous repréciser pour nos téléspectateurs les solutions ou les alternatives que vous proposez pour assurer une transition pacifique et démocratique au Cameroun? Alors, c'est une très grande question. Pour moi, c'est une question qu'il faut poser aux leaders politiques. C'est à eux qu'il revient de nous proposer quelque chose. Hein? Et je crois que en tant que leader de la société civile et qu'intellectuel, il faut qu'on leur rappelle cela. Oui. Le Cameroun finira par aller bien quand chacun va se souvenir qu'il a un rôle à jouer et qu'il n'est pas tenu d'attendre les leçons que les autres lui donnent, que les partis politiques nous proposent quelque chose et nous choisirons. Nous ferons notre travail de coach. Merci à vous, Maître Michel Ndoki, d'avoir accepté. Et bonne continuation aux panélistes. Merci infiniment. Vous représentez donc le collectif d'intellectuels patriotes pour le Cameroun, réuni au sein du CIPAC. Maître Ndoki vous renvoie la balle et je m'adresse donc à vous. Brice Ndiolako, bonsoir. Alors, que symbolise pour vous cette lettre? Est-ce un simple cri d'Arlette ou alors le signal de quelque chose qui arrive ou qui se prépare? Juliana, bonsoir. Bonsoir également à tous mes co-discutants. C'est toujours un plaisir renouvelé de représenter le plus grand parti politique au monde, qui est le MRC, sur les antennes de la télévision, par la Fond Télévision. Vous êtes très modeste, hein? Oui, et je suis d'autant plus heureux, combiné avec ma joie, une fois de plus, de saluer mes compagnons de lutte politique qui croupissent toujours dans des geôles de la dictature à travers les différentes villes du Cameroun. Et c'est un honneur pour nous, et merci de répondre à votre invitation. Revenant à votre question, vous avez posé une question digne d'intérêt. Ce que nous pouvons déplorer ici, c'est que les dictatures ont un et un seul dénominateur commun, qui se résume en deux. C'est-à-dire l'arrogance et puis l'autisme. Si vous essayez un peu de jeter un regard rétrospectif sur les autres dictatures qui se sont déroulées à travers le monde, c'est-à-dire entre autres celle de Mussolini en 1931, celle de Hitler, ici en Afrique on prendrait encore celle de Joseph Désiré Mobutu, on prendra même encore celle de Hosni Moubarak et bien d'autres dictatures que vous connaissez. Des lettres comme ça, il y en avait. Des lettres comme ça, il y en a eu. Mais malheureusement, compte tenu du caractère autiste de cette dictature, ces dirigeants n'ont jamais absolument rien compris, ni du contenu, ni du sens. L'exception pourrait partir du Cameroun, Brice. L'exception ne viendra pas du Cameroun. L'exception ne viendra pas du Cameroun. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis pessimiste, mais en réalité, si ça n'a pas abouti ailleurs, je ne pense pas que ceux-là, qui d'ailleurs étaient des parents de celui-ci, il pourra ne pas copier leur modèle. Je pense encore à dire que c'est Joseph Mobutu qui a parrainé, entre autres, jusqu'à aller construire un hôtel intercontinental en République démocratique du Congo. Alors, c'est pour montrer à quel point les dictatures ont un et un seul point commun. Avant la chute de Hosni Moubarak en Égypte, il y a eu un grand intellectuel que vous connaissez bien, Mohamed El Baradei, qui était d'ailleurs directeur de l'AIEA, qui a conduit une délégation d'intellectuels pour aller rencontrer certains diplomates égyptiens pour leur dire qu'en réalité, le peuple en a marre de cette façon de gouverner. Il est temps que le président passe la main sans qu'il y ait effusion du sang. Alors Hosni n'a jamais compris. Ils ont fait jusqu'à venir marcher en Égypte. Mais malheureusement, Hosni n'avait jamais compris. La suite, vous la connaissez. En République démocratique du Congo, l'intellectuel datant, M. Étienne Tshisekedi, avait conduit également un groupe d'intellectuels à son temps auprès du président Mobutu, mais jamais il n'avait compris. En 1997, notamment le 7 mai, vous savez ce qui lui est arrivé. Nous ne souhaitons pas que ça arrive pour le cas du Cameroun, parce qu'il ne comprendra absolument rien de cette lettre dont les intellectuels, autant aussi éclairés, ont produit. Alors, c'est pour dire... Mais de manière symbolique, Brice Ndiolako, que représente le symbolisme est là. Cette correspondance, le cette lettre signée de la main d'intellectuels connus. Le symbolisme est là. Et même si on voudrait jeter un peu un regard sur les acteurs, peut-être un grand monsieur comme le professeur Stéphane Akwa, qui me connaît très bien. D'ailleurs, lorsque j'étais président en coopération au lycée Leclerc, j'avais organisé une conférence où il avait été invité à le professeur Jean-Emmanuel Pondy. C'est quelqu'un qui est très réservé. Monsieur Stéphane Akwa est très réservé.
il parle très peu. Il est beaucoup plus dans le cadre de la formation, de l'encadrement des jeunes et bien d'autres. Mais faire des sorties publiques est très difficile pour M. Stéphane Akwa. Je peux compter le nombre de sorties publiques que M. Stéphane Akwa a fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On les compte au bout des doigts. Il est très objectif. Et lorsqu'un monsieur comme ça a posé sa signature au bas d'une lettre dénonçant certains faits sociaux que nous vivons au quotidien, il faut faire très très attention, d'autant plus qu'il ne parle pas comme je disais tantôt. Mais ce qu'il faut aussi comprendre dans le sens de cette lettre, que les Camerounais en ont marre. Et ceux qu'on pensait qu'ils pouvaient s'abstenir à cette période de charnière parviennent quand même à faire des sorties officielles. Ça voudrait dire qu'un bout d'eau a débordé le vase. Et cette lettre n'est qu'à point nommé. Si on jette également une fois de plus un regard prospectif sur le déroulement des activités, également les prises de parole de certains intellectuels très éclairés sur la scène politique même au Cameroun, on va se rendre compte que le président de la République a été appelé à plusieurs reprises à ne pas se représenter. Je peux les citer quelques-uns ici, mais ça ne vaut pas la peine. Lorsqu'on analyse également le contenu de cette lettre, on se rend à l'évidence que il est difficile que ça aboutisse. Pourquoi? Parce que les faits qui ressortent de cette lettre sont les mêmes que les uns et les autres ont longtemps dénoncés. Parlant par exemple de la crise anglophone, est-ce que vous savez, vous le savez d'ailleurs, qu'il y a des intellectuels dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, plusieurs personnes, notamment le professeur Christophe Fomenou, qui a régulièrement fait de sorties, vous dites que non, ce problème, la résolution est de nature pacifique. Le cardinal Christian Thomé, père son âme, avait également emprunté un même chemin. Mais malheureusement, c'est cette même présidence de la République qui avait bloqué l'initiative du cardinal Christian Thomé. Donc je ne pense pas qu'au regard du fond de cette sortie, quelque chose, les lignes ne peuvent pas bouger. Madame Juliana Tada, un dictateur a beau se déguiser en plusieurs couleurs, mais ses objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire le maintien au pouvoir par tous les moyens, quel que soit le prix à payer. Monsieur Koudia n'écoutera pas. C'est comme la nôtre où, j'ai dit tantôt, on laisse croire que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu, dans le cadre de la loi, mais on s'assure pour que personne ne puisse véritablement faire ce qu'il veut dans l'expression de la loi. Un exemple, c'est quoi? C'est que les intellectuels aujourd'hui, pour chuter effectivement, sont obligés de se lever pour dire « Monsieur Biya, ne vous représentez plus pour entrer dans l'histoire ». Pourquoi ils ne l'ont pas dit à Kamto? Pourquoi ils ne l'ont pas dit à Ossi Ochoui? Je ne sais pas qui d'autre. Ils l'ont dit tout simplement parce qu'on tient compte du fait que Monsieur Biya a déjà géré le pays pendant 43 ans. Et de manière, je veux dire, universelle. Et ce n'est pas une spécificité camerounaise. On sait que le pouvoir ne doit pas être éternel, ne doit pas éternellement durer au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la limitation des mandats. Mais ce qui s'est passé au Cameroun, c'est que on a d'abord accepté cette idée de limitation de mandat avec la Constitution de 96, mais rapidement, le goût, l'envie de rester au pouvoir a fait qu'en 2008, on revienne en arrière pour faire en sorte que le président soit là éternellement. Si on était resté dans cette logique, Paul Biya ne serait plus là et les intellectuels ne seraient pas en train d'appeler à ce qu'il se retire ou pas. Merci à vous pour la précision, Robert Kedia. Si c'est pas mon gars, c'est pas la première fois que des voix s'élèvent pour dire à Paul Biya de ne pas se représenter, mais en général, c'était des voix solo. On se souvient de celle de Monseigneur Cléda, appelant le président Paul Biya à ne pas se représenter justement. Là, je le paraphrase. Alors, peut-on s'attendre, après cette sortie du CIPACAM, peut-on s'attendre à ce que d'autres couches de la société, d'autres acteurs de la société et même la société civile, je parle des acteurs comme les chefs, les syndicats et même les églises emboîtent le pas au CIPACAM? Écoutez, je suis très content quand vous me posez cette question. Je vais commencer par la terminaison de mon cher ami aîné qui est en face. Vous savez, on est dans un pays où on a transformé des intellectuels, on les a forcés de faire de l'andouille. Rappelez-vous, les premiers gens qui ont aimé ce pays, comme le président Aïdjo, qui est un télégraphiste, il a pensé ce pays avant de la déposer. Et aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires sont en train de jouer. Je m'explique. Voyez-vous, vous avez vu l'université de Tchang. L'université de Tchang, à l'époque, c'était l'université de l'agriculture d'Afrique centrale.
Je ne sais pas si vous comprenez, mais ceux qui sont venus aux affaires, je vous ai dit, ils ont forcé à ce que les intellectuels font de l'andouille. Ils ont dit que non, c'est l'université des lettres et de ceci et de cela. Même notre système de santé aujourd'hui est en train d'abrutir l'intellectuel. On a des enfants à la maison. Moi, j'ai une cousine qui me dit qu'elle a une licence. Elle ne sait pas te dresser une lettre ou une demande, ou elle ne peut pas te classer par ordre alphabétique quelques schémas que tu as travaillé et qu'elle peut t'aider en fin de journée. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Alors quand on voit des vrais intellectuels, entre guillemets, qui sortent aujourd'hui, qui comprennent que la situation est extrêmement grave, mais c'est tellement grave que moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, mon ami du CPDM que j'aime beaucoup, il faut qu'il m'explique ce qui se passe. Parce qu'on sait que s'il faut faire une déclaration, s'il faut qu'on présente un candidat, il faut passer soit par un congrès, soit par un comité central, soit par un bureau politique. Mais aujourd'hui, après avoir, ces intellectuels, après avoir présenté un remaniement politique, rappelez-vous, hein, dans le CPDM, c'était toujours ça. On a fait un remaniement politique. Donc on est resté, on a dit que toi, bon, tu es comme ça là-bas, toi tu es comité central là-bas, toi tu es remaniement politique sans s'asseoir. Alors que là, on parle d'une association très grande, très forte, peut-être l'une des plus belles et des plus fortes même, qui a toujours conduit notre pays à la dérive que tout le monde connaît. Et ça, c'est qui? Ce sont les intellectuels. Le chef de l'État était un très grand intellectuel. Il a de niveau de sagesse bien connu, mais il a mené le pays où? Et aujourd'hui, je le dis ici sans embâche, le Cameroun a un gros problème, et le problème du Cameroun, ce sont les intellectuels qui ont tout pourri. Voilà des personnes que ce qu'ils ont trouvé, ils n'ont pas pu entretenir. Vous pensez qu'on peut encore leur faire confiance? Je salue ces intellectuels, nos aînés, et je vois Tigné, je vois la dame... Maître Emmanuel Sy. Maître Emmanuel Sy, vous avez cité tout à l'heure... Un très grand professeur et tout ça. Nous appelons tous nos intellectuels, les vrais, les bons, pas des intellectuels faussaires qui sont connus dans le régime du RDPC. Donc quand je dis comme ça, je reprends le mot de Gargaman Adi qui avait dit chez vos confrères d'Africa 24, c'est encore sur les bancs de YouTube, il avait dit à Famen Dongo, intellectuels faussaires, pas les intellectuels faussaires. On a besoin de vrais intellectuels qui peuvent prendre la vie des Camerounais, parce que là aujourd'hui, il s'agit de sortir du Cameroun dans du guet-apens où on est. On ne sait même pas là où on est. Je vous ai démontré tantôt, quand j'étais en train de dire lors de mes premières prises de parole, un ministre sort le matin, il dit quelque chose, le soir, on vous dit autre chose. Aujourd'hui, les candidatures sont coincées presque partout, pour ne pas dire dans le RDPC. On ne sait pas qui va aujourd'hui représenter la candidature du CPDM, alors que toi tu es jeune, tu peux faire l'affaire. Vous avez parlé du candidat naturel, si. Bon, vous savez, l'article 27 de l'alinéa 3 des statuts des partis qui a été remplacé, ils ont pris le soleil, ils ont remplacé par le feu, ça a tout brûlé. Donc, c'est l'autre article, là, vous dites que c'est candidat naturel. Mais attendez, même au Vatican, il n'y a pas les choses naturelles. Il y a un moment que Dieu se fâche, il fait sortir la fumée blanche. Les Camerounais ont besoin de fumée blanche. Et je suis content aujourd'hui quand même qu'il y a eu un groupe d'opposition qui a créé une plateforme qui essaye d'apporter une candidature consensuelle. Ça vient de tomber, on dit UMS, UDC, PAL, MP, FSNC, USDP. C'est déjà quelque chose. Vous avez vu tout à l'heure Maître Ndoki, peut-être qu'elle nous suit toujours, nous avait dit qu'en tant qu'arbitre, elle attendait que les Camerounais proposent quelque chose. Aujourd'hui, de voir déjà 7-8 partis politique qui peut s'asseoir, proposer. Et voilà la candidature du président Maurice Kamto, que je respecte beaucoup, parce que pour moi, quand vous avez fait la prison pour la nation, quand vous avez combattu depuis 3 ans, 4 ans pour une nation, quand vous êtes là, vous avez boosté. Le président Kamto a toujours dérangé ce système, toujours attiré leur attention. Combien de Camerounais savaient qu'on pouvait s'asseoir comme ça, demander la liste nationale électorale. Voilà pourquoi moi j'aime le président Kamto. Et jusqu'à aujourd'hui, il a mon soutien pour la présidence de la République. Notre pays a besoin de personnes comme ça. Des personnes calées, intelligentes, intellectuelles, qui ont travaillé avec, entre guillemets, le diable dont on appelle aujourd'hui, qu'on veut qu'ils prennent même le pouvoir, et qui n'ont même pas eu un pour qu'on puisse les extirper, pour les mettre là où Marafa, Ia et d'autres balles qui sont, et qu'on demande leur libération. Ce que je vais dire aujourd'hui aux Camerounais, c'est que ouvrons les yeux. Moi, je le dis et je le répète, je parle à la jeunesse. À l'Alliance républicaine, on dit aux jeunes, ouvrez les yeux. Ça, c'est notre génération. Nous n'avons plus besoin de personnes qui ont travaillé avec le chef de l'État, Aïdjo, avec le chef de l'État, Paul Biya. Donnez-nous même vos enfants, on va construire le Cameroun. Car le Cameroun n'appartient pas seulement à un groupuscule de personnes, ça appartient à tous les Camerounais. Merci à vous, Cissé. Brice Diolaco, est-ce que vous avez l'impression que la société civile a les moyens de peser réellement sur le choix du candidat du parti au pouvoir? Non, je crois pas.
je ne crois pas que la société civile a ses moyens. Et même si elle avait des moyens, le parti au pouvoir dont je ne veux même absolument pas m'intéresser n'est pas un exemple des personnes qui puissent copier ce qui est bien ailleurs pour en faire leur maire. Néanmoins, on ne peut pas dire que la société civile peut faire quelque chose. D'ailleurs, nous avons vu les acteurs de la société civile faire des sorties, faire des propositions aux partis au pouvoir pour la bonne gouvernance. Mais néanmoins, nous avons vu ce que ça a abouti. Je parlerai encore du mémorandum du Grand Nord. Ce n'était pas seulement, ces personnes étaient autrement des acteurs de la société civile. Il n'y avait pas seulement des personnes membres des partis politiques et bien d'autres, mais en grande quantité, en grand nombre de personnes de la société civile. Malheureusement, qu'est-ce que le parti au pouvoir qui dirige en a fait? Absolument rien. Nous avons vu plusieurs sorties des acteurs de la société civile, notamment ceux de l'Est, la Léké, le Grand BAM. Vous avez vu le mémorandum du Grand BAM qui était signé par les acteurs de la société civile. Je profite de l'occasion pour saluer mon aîné Michel Moussala, qui était l'un des rédacteurs du mémorandum du Grand BAM. En quoi est-ce que ce mémorandum a été important au régime? Absolument rien. Donc lorsqu'on essaye de faire une analyse du champ politique, des différentes sorties des acteurs de la société civile, on va se rendre à l'évidence que le parti qui dirige absolument n'écoute pas. Et donc, quelle que soit la manière avec laquelle des personnes qui n'appartiennent à aucun parti politique, aucune formation politique, s'adressent à eux et qui ne comprennent pas. Vous comprenez qu'en réalité, c'est un régime Ce sont quand même des autiste, personnes neutres qui n'ont pas d'intérêt politique. qui n'ont pas d'intérêt et qui ont le politique. souci de faire avancer de la la bonne nation. gouvernance. Mais malheureusement, le parti au pouvoir qui dirige n'écoute pas. Je vous ai cité certains intellectuels, certains acteurs de la société civile et bien d'autres. Vous avez même vu le clergé. Les prélats en ont parlé. Mais est-ce qu'ils écoutent? Non, ils n'écoutent absolument pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tantôt qu'il est très dangereux de faire croire ou alors de faire comprendre aux Camerounais qu'une dictature peut écouter une voix